Sud Radio 10h midi, Média. Et on est ensemble, vous le savez, avec notre invité aujourd'hui. On est ravis de l'accueillir parce que son film, personnellement, avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles, bonjour, on a madame. Vraiment aimé, au sens propre, presque comme au figuré, j'oserais dire. C'est Barbac avec et de Fabrice Eboué, notre invité. Bonjour Fabrice Eboué. Bonjour, merci de me recevoir. Si vous voulez passer un bon après-midi ou une bonne soirée, annulez ce que vous avez à faire ce soir. Allez au cinéma avec votre famille. Enfin, faut pas avoir un enfant de moins de 12 ans. Voilà, parce que c'est interdit aux moins de 12 ans. Mais allez, vous passerez un super moment et vraiment, c'est un film formidable. On va en parler. On va en parler dans un instant. Et Fabrice Eboué, vous nous disiez que vous regardiez plus les chiffres de fréquentation des sorties de films. Vous voulez pas savoir, vous attendez. Parce que ça a changé. Oui, le cinéma, depuis le confinement, a complètement changé de configuration. Il y a eu un double fait. D'abord, évidemment, avec le pass sanitaire, etc., les fréquentations des salles ont baissé. Et puis ensuite, on a obligé les gens à rester chez eux. Donc, ils consommaient la fiction autrement. Ils consommaient sur les plateformes qui n'avaient pas besoin de coups de pouce puisqu'elles étaient déjà en pleine forme. Et là, oui, mais moi j'ai confiance. Et puis, c'est à nous de faire revenir les gens en salle. On peut pas les obliger. C'est à nous en proposant des films de qualité. Et surtout en proposant des films qui osent. Parce que si on propose des petites comédies tièdes, etc., ils vont pas décoller de leur canapé. Et ils ont bien raison. Ils vont consommer ça sur leur télé, sur leurs écrans. Donc c'est à nous de retrouver un cinéma français qui ose et qui propose autre chose que ce qu'on peut voir habituellement. Voilà, qui laisse pas indifférent. Et c'est le cas du film. Et être interdit aux moins de 12 ans, c'est quelque chose qui vous embête ou ça donne une coloration au film? Je crois, et je vais vous dire que pour moi c'est une consécration, on va pas exagérer non plus, mais je crois que la dernière comédie, j'entends comédie, interdite aux moins de 12 ans en France, c'était Bernie de Dupontel. Ah oui. Donc pour moi c'est un modèle. Et je trouve que c'est justifié en fait, tant par le propos que par certaines images. Au-delà de 12, vous pouvez y aller sans problème. En dessous, je trouve qu'un enfant n'a rien à faire dans la salle. Alors, on raconte l'histoire, mais avant, on a la question du jour, parce que c'est en rapport, on ne pouvait pas s'empêcher. Bah oui, on l'a lié au film. Est-ce qu'on a le droit encore de critiquer les véganes? Parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode d'être vegan et écolo. Est-ce qu'un film... Alors, c'est pas une vraie critique des véganes, mais est-ce qu'on a le droit de rigoler avec les véganes? Et ben, on vous a posé la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous dites oui à 81%, non à 19%. Vous pouvez aller continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio à l'occasion de la sortie du film Barbac. Est-ce qu'on peut s'amuser avec les véganes? La réponse est oui pour vous. Mais tout à fait. Alors, d'abord, moi, c'est pas un film pour ou contre. Moi, j'ai toujours dit, chacun fait ce qu'il veut dans son lit, dans son assiette, ça me regarde pas, je m'en contrefous. Mais ensuite, moi, c'est un film, je voulais éviter, vous savez, ces fameux débats un peu binaires qu'on a sur certains plateaux télé ou autres, où on a une végane totalement hystérique face à un boucher un peu bourru, ça n'aboutit nulle part, on s'en contrefout. Moi, j'ai fait une bonne rédaction de collège, comme on m'a appris, j'ai fait thèse, antithèse, synthèse, et vous avez vu, dans mon film, j'ai le petit boucher artisan passionné par la viande de quartier comme on les aime, face à son pote qui est un boucher industriel qui en a rien à faire, et puis j'ai le vegan Jean qui est plutôt sympathique, j'ai les activistes qui représentent une minorité aussi chez les véganes. Donc moi j'ai juste voulu parler de la société d'aujourd'hui. Et le véganisme, il y fait écho et c'est passionnant parce que ça parle de plein de débats que vous avez ici, de communautarisme, de radicalité, parce que c'est une forme de radicalité aussi le véganisme, de rapport à l'environnement, de rapport à l'animal. Donc c'est un débat qui est passionnant et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet et j'ai pas l'impression que c'est un film contre. Par contre, c'est un film caricatural, effectivement, de notre époque. C'est très son grossier, on va y revenir dans un instant, mais justement, sur l'actualité du jour, on a un zapping, on va pas dire sur mesure, mais on a effectivement un petit peu quand même, connaissant Gilles. Allez, on y va. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Zemmour un jour, Zemmour toujours. Après avoir été à Drancy, il était hier à Biarritz, accueilli par une foule chaleureuse qui n'hésitait pas sur son passage à l'encourager avec des mots bien français, salaud, ordure, facho. Mais cela n'a pas déstabilisé ses partisans. Et pour et les contre Zemmour, c'était sur LCI. À vous les vieux, honte à vous, vous mourirez en enfer. Fasciste! Honte à vous! On vous voit! Vous avez pas honte? Et Monsieur Zemmour, il véhicule justement toutes les parts sombres de l'être humain, c'est-à-dire le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Qu'est-ce que vous pensez des manifestants qui vous huent? Ils sont idiots. Pourquoi idiots? Parce que je suis homosexuel et je vote pour Zemmour. Alors je les emmerde.
Pourquoi je suis pas fasciste, moi? Moi, je viens voir Zemmour, c'est tout. Zemmour, il faut pas répondre à ces gens-là. Je m'en fous. On ne peut pas parler avec ces gens-là. C'est impossible. Zemmour, c'est votre prochain film? Ça serait un bon personnage pour être ironique. Moi, enfin, tous les sujets qu'on peut penser intraitables en comédie m'intéressent. Et c'est pour ça que j'avais commencé avec un film qui s'appelait Casse Départ, qui se passe à l'époque de l'esclavage. On m'avait dit. Ensuite, j'avais fait ce film Coexister sur les religions à une époque où on me dit c'est plus possible. Moi, je trouve que c'est un challenge quand on est comique, parce que c'est d'où je viens, d'essayer de faire rire sur des sujets qui semblent tendus et épineux. Moi, j'adore ça. C'est notre travail de caricaturiste. Est-ce que vous avez comme l'impression que la campagne électorale va être longue? Oui, ça commence très tôt, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Imaginez que les grilles d'une prison restent ouvertes pendant 5 heures. C'est exactement ce qui s'est passé hier avec le système de bracelet électronique qui a été désactivé et inopérant de 16h10 à 21h50. L'avocat Georges Fenech a crié au scandale, c'était sur CNews. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faudrait que le groupe Thales rende des comptes. Ils vont devoir expliquer effectivement au ministère de la Justice comment c'est possible. On pense tout de suite aux violences conjugales puisque les bracelets anti-rapprochement ne fonctionnaient plus. Imaginons qu'un mari violent se présente devant son ex-conjoint et passe à l'acte. Et personne ne l'aurait vu. Donc ça aurait pu avoir des conséquences graves. De même, des condamnés qui peuvent fuir également, puisqu'ils n'ont plus de surveillance momentanée, ils peuvent fuir. Les radicalisés ? Radicalisés, le terrorisme, les assignations à résidence sous bracelet électronique, tout ça, évidemment, fait beaucoup de désordre. Oui, c'est comme quand le numéro d'urgence était tombé en rade pendant plusieurs heures. Ça reste un espoir à Nicolas Sarkozy qui risque d'un été condamné avec son bracelet. Mais ça, c'est un scénario assez extraordinaire quand même. Les types qui se rendent compte que le bracelet marche plus, qui ont dû s'appeler peut-être entre eux pour ceux qui se connaissent. Le tien, il marche? Non, moi non plus. En fait, on vous amène sur un plateau les sujets. Celui-là, il est assez incroyable. Co-scénariste Gilles Gansman. Restons dans la justice avec plutôt l'injustice. Hier, Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste recevait Sandrine Fallet. Alors, c'est une autre maman dont le fils s'est suicidé. Il s'appelait Christopher. Il avait 16 ans. Il s'est lui aussi pendu dans sa chambre, comme Dina. À part que pour sa mère, les années ont passé et vous allez voir que la justice, elle n'est pas passée. On regarde ce témoignage et on se dit, c'est Christopher, c'est Paulina, c'est Yolande, c'est Maël, c'est tous ces jeunes qui sont partis. Et ça continue encore et encore. Au final, malgré toutes les preuves, puisqu'on a des captures d'écran, on a des témoignages, on a quand même beaucoup de preuves, notre dossier a été classé sans suite. Les harceleurs n'ont rien eu? Rien. Les harceleurs n'ont rien eu, l'établissement n'a rien eu non plus. Ils continuent leur vie, comme tout le monde. Sauf que vous, votre vie est brisée. Voilà, nous, la seule chose qu'on a, c'est aller au cimetière, voir notre fils, quoi. Dans les cas de harcèlement, 90% des dossiers sont classés sans suite. C'est la difficulté de la preuve, effectivement. Et puis parce qu'ils sont souvent mineurs. Et ils sont mineurs, mais c'est surtout la preuve aussi. Vous avez des réactions on va dire violentes sur les réseaux concernant l'objet du film ou pas? Quelques-unes, toujours. Très gentil, j'imagine. Non, vous en parlez tout à l'heure. Moi, j'ai eu des véganes qui sont venus voir le film, qui m'ont attendu à la sortie en me disant on s'est bien marré, parce qu'il y a effectivement des véganes intelligents comme chez eux. Puis il y a la frange toujours militante qui rit de tout sauf de sa cause, parce que souvent c'est ça. Et puis il y en a, sans avoir vu le film d'ailleurs, qui se disent on parle de moi, donc faut que j'insulte. Et puis le militantisme, c'est aussi souvent un business, plein de choses qui protègent, donc il faut réagir immédiatement. Mais oui, j'aurais toujours des insultes. Dès que vous abordez des sujets un peu popol, quand je dis politique, polémique, il y a forcément des retours. Bon, moi, là, on parlait de certains drames, ça va. Moi, je sais que dans le métier qu'on fait, vous comme moi, on est exposé à certaines choses. Ça me dérange pas. Moi, c'est souvent, j'en fais des sketchs ensuite quand les insultes m'intéressent, voilà. Ouais, on est en dérision. Un petit vegan pour notre invité, je vous devais bien ça. Hier, Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de défense des oiseaux a raconté dans cet avou comment les chasseurs français sont en fait les seuls à chasser des espèces qui sont interdites partout dans le monde. Je voudrais juste souligner au niveau de la biodiversité. Vous avez actuellement 17 espèces chassables en France sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. C'est-à-dire qu'on a 17 espèces qui sont autorisées à chasser en France alors qu'elles figurent sur une liste rouge. C'est honteux. Et puis pour finir dans Barbac, vous êtes un boucher. On vous voit donc, pour ceux qui vont découvrir le film, eh bien à un moment, il y a un accident avec un vegan et comme il est bouché, il va en faire du saucisson, du jambon. Donc vous êtes bouché dans Barbac, on vous voit découper de la viande et pas que. Hier, Philippe Etchebest sur le plateau de C'est à vous expliquait qu'en fait 3 couteaux suffit. Moi, je recommande par exemple 3 couteaux qui vous font faire 90% des tâches en cuisine. Il n'y a pas besoin d'en avoir 20. Avec 3, vous faites
vraiment 90% des tâches en cuisine et d'avoir les bons couteaux. Mais vous vous êtes blessé beaucoup, vous, en cuisine? C'était pour le concours des meilleurs rouets de France. Je m'étais planté le couteau en désossant le canard au bout de 15 minutes de concours. Et il se trouve que j'étais sous anticoagulant. J'avais pas de bol et je savais pas ce que c'était. Et j'ai le sang qui pissait. Enfin, c'était une catastrophe. Mais bon, j'ai gardé le cap et voilà, j'ai réussi le concours du premier coup, donc tant mieux. Vous avez appris les gestes de boucher? Ça me rassure parce qu'il dit 15 minutes. Ouais. Moi, j'ai eu une demi-matinée de formation avec le boucher qui nous accueillait. Et dès la première scène où j'étais censé couper de la viande, je me suis coupé aussi. Alors moi, je me suis entaillé le doigt, donc j'ai mis un pansement. Et ensuite, on a pris une doublure parce que c'est un métier en fait. Bah, c'est un métier. Et je vais vous dire, pour paraître encore moins viril, même plier les paquets pour mettre la viande dedans, c'est un casse-tête quand vous n'avez pas l'habitude, parce que vous êtes mes paquets étaient mal faits, ça prenait trop de temps, donc ça faisait pas boucher professionnel. Donc après on a pris une doublure pour toutes ces tâches-là. C'est pour ça qu'on voit le massage de la viande dans la première séquence. Vous y mettez vraiment beaucoup d'ardeur. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de temps. C'est pour montrer que le gars aime vraiment sa viande, etc., oui. Son métier. Alors, il masse ça, voilà, avec certains parallèles qu'on peut voir sur... Alors, on va rappeler l'histoire de Barbac. Christine, pour rappeler l'histoire, je vous propose que ça soit Christophe Ondelat qui le fasse. Ah oui, on y va. Ah oui, c'est mieux. Avec plaisir. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Ouais, c'est résumé. Oui, exactement. Alors l'idée de ce scénario, donc c'est ce couple à bout de souffle, voilà, qui tient sa boucherie et qui tout d'un coup a une attaque de véganes. Enfin, en tous les cas, il y a un saccage et puis derrière il y a toute une série de questionnements et vous en arrivez à tuer le premier végane qui se trouve sur votre route et qui est par inadvertance après mangé et vendu par votre femme jouée par Marina Foïs, qui est géniale. Bon. Et le goût est très bon. Ça, c'est très dérangeant. Au début, on se dit mais c'est pas possible de sortir. D'où ça vient? C'est sur un spectacle que vous dites que vous avez eu cette idée. La genèse, elle remonte à 4-5 ans parce que j'avais ma petite nièce qui avait 16 ans, 15 ans et qui était végane. Alors au départ, moi, je suis en train de manger des œufs. Elle me dit t'as pas honte de manger des fœtus? Les parallèles. Alors je dis c'est pas des fœtus et des œufs. Elle me dit c'est pareil. Je dis non, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et ses mouillettes. Alors ça fait marrer toute ma famille. J'en fais un sketch et je me dis, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un vrai sujet qui porte plein de choses, qui parle de notre époque. Et là, je commence à rédiger un premier scénario qui était une équipe de véganes qui projette un attentat au salon de l'agriculture. Mais je trouve pas les tenants, les aboutissants, et je m'aperçois que le mot attentat, c'est pas porteur en comédie en ce moment. Donc, je reprends le truc et je me dis, le sujet qu'on a vu, que vous avez dû aborder ici, c'est ces fameuses boucheries attaquées par des véganes. Donc je reprends ça, et ensuite je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je me dis, une boucherie, les véganes en face, il y a de la viande, le végane est entre guillemets un herbivore, et là je me dis, ils vont les manger, c'est une évidence, ils vont se retrouver sur l'étal de la boucherie, et voilà comment est né le scénario de Barbac, quoi. Oui, parce que c'est une viande évidemment différente. Alors moi je vous ai amené un petit cadeau. Que j'ai fait venir d'Allemagne parce qu'on le trouve plus en France. C'est un livre de Guy Prévent et qui est le petit précis de la cuisine anthropophagique. Et c'est des recettes, des vraies recettes. Donc vous avez la côtelette de barman à la poire d'angoisse, vous avez l'omelette au prépuce d'aviateur de l'île de Pâques, vous avez l'émincé d'Auvers au vinaigre Golgotha, et vous avez la fricassée d'oreilles de vigneron. C'est un cadeau pour vous. Ça c'est vraiment des livres d'une autre époque, oui, c'est Cabu, etc. Et c'est Cabu qui a illustré le livre. Et vous allez voir qu'il y a des vraies recettes. Moi je pense qu'il a vraiment goûté de l'humain, l'auteur. Mais vous savez que ça a toujours passionné, de toute façon, qu'il y a toujours une curiosité un peu malsaine autour du goût de la viande humaine. Hein. Est-ce que vous vous êtes renseigné avec des anthropophages ou autre? J'ai lu des ouvrages où on m'a dit, il y a un parallèle, vous découvrirez si vous allez voir le film, mais où on me disait que la viande animale la plus proche serait le cochon. Donc voilà. Mais non, ça a toujours passionné. Puis il y a eu d'autres films, un film français comme Délicatessen, évidemment, où on avait déjà de la viande humaine en boucherie. Il y en a pas mal sur ce thème. L'utilisation aussi de Christophe Ondelat, qui raconte c'est effectivement tous ces faits divers, et elle s'en inspire elle aussi au départ, parce que le rôle de Marina Foïs, la femme du boucher, est quand même assez important, parce que lui il a des remords à un moment donné, il voudrait arrêter cet engrenage, mais pas elle, parce que ça raconte aussi l'histoire d'un couple, mais aussi l'histoire de la folie humaine, tout simplement. Alors ça raconte l'histoire d'un couple, puisque c'est une comédie romantique, c'est pas juste une accroche sur l'affiche. Mesdames, messieurs, c'est une comédie romantique, pleine de sang, mais
Et le film, et je l'ai constaté en avant-première, ne pouvait être réussi que si le public avait envie que ce couple se remette ensemble. Parce que là, c'est vous, c'est moi, quand les couples battent de l'aile, etc. Et évidemment, c'est l'aventure un peu sordide qui va permettre à ce couple de se retrouver. Et puis ça parle de virilité aussi. On parle d'homme déconstruit aujourd'hui. Et ben la virilité, lui, il va la retrouver petit à petit, un peu en retrouvant ses instincts de bête primaire. Mais au-delà de ça, il y a ce personnage, et je remercierai jamais assez Marina Foïs, qui est magistrale dans le film, c'est incroyable, qui est une passionnée de ces émissions sur les faits divers, sur les tueurs en série. Comme il y en a de plus en plus, vous avez vu le retenti de l'affaire Daval ou autre, à quel point c'était suivi. Tous les soirs, il y avait des flashs spéciaux, etc. Et elle, effectivement, c'est une sorte de Madame Bovary du fait divers. C'est-à-dire qu'elle s'ennuie tellement dans sa vie qu'elle se raccroche à ces émissions, à la voix, à l'image de Christophe Ondelat, et ça monte petit à petit en elle. Et ça nourrit ce petit monstre, je crois qu'on a tous, qu'on réussit à réprimer, à freiner, parce qu'on est des gens civilisés, parce qu'on a de l'empathie pour l'autre, ce que le tueur en série n'arrive pas à faire. Comment on réagit, en tous les cas, comment vous avez imaginé aussi ce débat autour de vegan, pas vegan, parce qu'on va à l'absurde avec cette séquence avec le gendre qui ne veut même pas boire du vin. J'ai l'extrait. On a l'extrait, écoutez, c'est absolument... Alors écoutez ce que c'est un vegan. Un vrai vegan, c'est ça, écoutez. Lucas, quel morceau vous ferait plaisir? Il est vegan. Ah. Bah, ok. Il y a des choses qui arrivent. Ma démarche est personnelle et j'estime que je dois l'imposer à personne. Du coup, ma chérie, je te serre la cuisse comme d'habitude? Bah non. Du coup, je mange plus de viande. Mais puisqu'il te dit que c'est une démarche personnelle. Bah oui, mais justement. Si elle mange de la viande et qu'après elle m'embrasse, c'est comme si j'en mangeais. Donc elle nuit à ma démarche personnelle. Je te sers des cèpes du coup. Ah non, il y a une zone de contact énorme avec le poulet, ça va pas être jouable. Ça nuit à votre démarche personnelle. C'est ça, voilà, ça vient. Vous voulez du vin? Moi je bois uniquement du vin vegan. Quand le raisin est broyé, j'ai le sang des moustiques, des moucherons, des limaces, des escargots. Ah, pauvre. Ouais. Voyez-vous ce que vous appelez château Saint-Émilion? Moi j'appelle ça du château Auschwitz. Voilà, ça c'est vrai que cette séquence est culte. D'ailleurs, ça va rester une séquence culte. Oui, je pense qu'effectivement, ça fait partie. Il y a plusieurs scènes comme ça et de dialogue également. Justement sur, on va dire ce jusqu'au boutisme de certains militants. C'est une façon de grossir le trait, c'est certain. Parce que vous, ça vous fatigue ce genre de on va dire d'imposer aux autres ce que finalement. Déjà, est-ce que vous mangez de la viande? Ah bah oui, moi j'aime la viande. Je suis comme tout le monde. On a changé tous nos rapports à la consommation parce que c'est important de le dire aussi. On vit dans un monde de surproduction, de surconsommation, et vis-à-vis plein de choses. Maintenant, il est temps de freiner un peu tout ça. Maintenant, oui, cette scène bout à bout, chaque truc, c'est un peu caricatural. C'est une comédie, mais je vous assure que moi, je m'inspire de choses réelles. Moi, j'ai fait un barbecue avec des amis. Il se trouve que il y en avait une parmi nous qui était végane. On fait l'effort de dire. On va t'acheter des saucisses de légumes comme ça. Sauf qu'une fois qu'on avait cuit toutes les saucisses et que les saucisses de légumes avaient été cuites à côté des saucisses traditionnelles, elle nous a dit non, ça a touché. Donc moi je l'ai repris là. L'histoire du vin vegan avec les petits insectes. Je suis en soirée un jour et je croise Raphaël Mesraeli que tout le monde connaît. Il est vegan et il fabrique lui du champagne vegan et il m'expliquait qu'il ne pouvait pas boire le vin que je voulais lui servir parce que il voulait éviter, parce que des petits escargots, des petites limaces, des petits moucherons avaient été écrasés pendant que le vin était fabriqué, et qu'il y a aussi des histoires de sulfite de jaune d'œuf pour conserver le vin. Mais voilà, donc tout ça est réel, donc c'est assez et que moi je viens d'une culture effectivement, et c'est pour ça que je parlais de cancel culture tout à l'heure. La gastronomie, au-delà du goût, c'est un moment de partage et c'est toujours pareil, c'est difficile. Après chacun fait ce qu'il veut. Comme et vous justement sur la cancel culture, sur la visibilité des personnes black, etc. C'est quoi votre réaction à vous? La visibilité des personnes noires, tout ça. Moi, vous savez, mon père est arrivé en France dans les années 60. Il était gynécologue. Il a été chercher ma mère. Enfin, chercher ma mère, c'est peut-être pas que. Il a rencontré ma mère en Normandie. Je vous parle de la Normandie des années 70, à Beaumont-en-Auge, pour ceux qui connaissent le pays d'Auge. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle n'avait pas vu de noir. Les
seuls noirs qu'elle avait vus, c'était ceux du débarquement américain, les GI noirs américains qui arrivaient. Donc, limite, quand mon père est arrivé, elle a regretté les Allemands. Mais ensuite, moi, je suis né là, elle a vu ses petits-enfants métis, on était au milieu du bien, tout s'est bien passé. Moi, je dis, le racisme et toutes ces histoires, c'est une histoire de rapport de force. Et ça existe, hein, au logement, à plein de choses. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est le travail. Il faut bosser. Et mon père, lui, s'en est sorti en bossant. Il arrive avec une valise, il est devenu médecin, etc. Et nous, c'est ce qui nous a inculqué. Après, des idiots, il y en aura toujours. Mais peut-être qu'il faut bosser 2 fois plus. Mais il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiet de cette forme d'intolérance collective qui s'installe ? Je crois que ça a rapport avec cette histoire de communautarisme, mais moi le communautarisme, je crois qu'il vient plus d'une société à l'américaine, parce que la société américaine s'est construite comme ça, donc je crois qu'il faut pas se tromper de cible, et cette société hyper capitalisée comme on est en train de la connaître, c'est ça qui crée le communautarisme, parce que le communautarisme n'a pour moi qu'une seule vocation, c'est mieux cibler ses clientèles et mieux nous faire consommer. Donc moi je crois que c'est à ça qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que je dis que je parle de gastronomie aussi dans mon film, je dis que chacun fait ce qu'il veut, mais qu'un bon repas partagé, il y a rien de mieux que rassembler comme ça. Ouais. Voilà, c'est sur cette conclusion de Fabrice Eboué qu'on vous invite vraiment chaleureusement pendant ces vacances à aller voir ce film. C'est Barbac, c'est décapant. Enfin voilà, nous on a passé 1h30 absolument. Du cinéma. Ouais, c'était vraiment un moment de partage aussi, parce que du coup derrière ça amène la discussion, et ça c'est très important. Merci. Avec les gens autour de soi également, sur la façon dont on peut consommer aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabrice Eboué, d'être avec nous. Merci, et on croise les doigts, on espère, en tous les cas, on pense que ce film mérite vraiment d'être vu et regardé. À bientôt. À bientôt, merci. Et puisqu'on parlait de, effectivement, l'américanisme, on va parler du personnage central aujourd'hui qui crée son réseau social. C'est Donald Trump. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et on en parle avec notre invité dans le but de l'expert. À tout de suite. Sud Radio.